et organiser des conférences de presse. C'est en ces termes que le président de la République s'est exprimé hier à Sékou-Touré. Professeur Alpha Condé s'est adressé aux journalistes en acceptant de répondre à leurs questions sur des sujets d'intérêt national. Une première depuis 4 ans. Des patrons de presse, journalistes des médias locaux et internationaux crédités à Sékou-Touré étaient à ce grand rendez-vous. Certains de nos confrères qui ont pris part à cette conférence de presse sont avec nous sur ce plateau qui va essayer de faire une sorte de décryptage de cette sortie médiatique du chef de l'État. Bienvenue à tous chers confrères. Sur ce plateau donc nous avons Alpha Ousmane Paris Diangolo, ce petit nom qu'il aime bien. Il est directeur de publication d'un journal papier Ecovision spécialisé dans les questions économiques, mais aussi administrateur d'une radio privée qui s'appelle Tamata FM. Bonjour. Bonjour. Et nous avons monsieur le directeur de la télévision nationale, Fodé Tas Silla. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bienvenue à notre confrère du Reuters, Saliou Samba. Bonjour. Et certainement notre confrère de Ta TV, M. Boubacar Condé, va nous rejoindre au cours de cette émission. Tout de suite, hier, vous avez participé à cette sortie médiatique du président, je le disais, c'est la première fois. Donc c'était attendu. Le président a parlé à la presse nationale et internationale et il promet de réitérer, de reprendre cette expérience. Vos réactions? Oui, ben écoutez, vous dites que ça fait 4 ans déjà qu'il n'avait pas rencontré la presse, mais on salue d'abord ce geste-là et on pense qu'il est en train de peut-être de faire une rupture. Avant on disait que oui, il ne s'occupait que de la presse publique et pas de la presse privée. Oui, c'était une grande joie d'avoir participé à cette conférence de presse. Oui, bien sûr, c'était pas mal. Au niveau des rédactions internationales, comment est-ce qu'on a réagi d'abord à l'annonce de cette conférence de presse? Bon, on était un peu surpris. Moi, je vous dis que c'est quasiment par hasard que je suivais la télévision nationale et j'ai entendu le communiqué. Alors là, je me suis dit que je vais y aller. Moi, c'est de temps en temps, hasard, Non, mais vous savez, il est normal de suivre la télévision nationale, ne serait-ce que pour quelques minutes, en tout cas les sujets les plus importants. Je le fais systématiquement tous les jours, au moins pour 5 à 10 minutes, au moins pour apprendre un peu le pouls de l'actualité et avancer. Parce que l'actualité que l'on traite, nous aussi, c'est une actualité qui est aussi traitée par la télévision nationale. Pour cela dit, je pense que ça a été une initiative qui est bonne. C'est un bon départ. On s'y attendait, on s'est toujours dit qu'il y avait un problème parce que tout le temps le chef de l'État s'adresse plus à la télévision et la radio publique, quelquefois avec un peu de chance les radios privées prenaient quelques bribes ou les télévisions privées d'ici. Tout le monde était sur la même ligne. Voilà, et souvent, mais beaucoup plus souvent, à la presse internationale. Cette fois-ci, il a décidé de parler à la presse et je pense que ça a été un exercice très intéressant et ça nous a permis de voir un Alpha Condé très en forme. Moi, j'ai trouvé qu'il était très en forme, même si certaines questions ont été éludées. Il m'a surpris par sa sérénité, il m'a surpris par quelquefois la qualité de ses réponses. Beaucoup de boutades. Voilà, assez détendu. Je pense que c'est une bonne première et je pense que c'est parce qu'il pense avoir réussi son premier exercice qu'il promet maintenant de rencontrer la presse. Donc c'était un examen réussi, un examen passage réussi pour le chef d'État. Monsieur le directeur de la télévision nationale, vos confrères de la presse privée souvent accusent que c'est la télévision qui a des exclusivités, mais cette fois-ci... C'est la première fois que le président fait cet exercice-là. Globalement, un exercice bien réussi. Il l'a dit, Sam. Il a fait des pirouettes sur d'autres questions, mais il a abordé tous les sujets. Et ce qui m'a fait plaisir le plus, c'est qu'on nous a annoncé 30 minutes de débat. Et il y en a eu plus d'1 heure. Ça, c'était intéressant. Ça veut dire qu'il était prêt.
aborder tous les sujets. Ce qui a fait plaisir aussi, c'est que quand il est arrivé, il n'y avait qu'un seul fauteuil. Donc il n'y avait ni Premier ministre, ni ministre de la Communication à côté. Donc ça veut dire qu'il était prêt à parler. Il l'a dit. Il était direct avec les hommes de médias. Oui, tout à fait. Il était en osmose avec les médias. Et on n'a pas pu poser toutes les questions, mais c'est vrai qu'il y aura d'autres parties où on pourra poser certaines questions. Première fois. Et là, ça doit continuer. Ça va continuer. Ça va continuer parce que, comme il l'a dit hier, maintenant, ça pourrait être l'un des effets de sa sortie sur les États-Unis. Oui, mais c'est possible. Vous savez, il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Hier, c'était avec le président de la République. La presse privée était là, bien présente. C'est la première fois que le président fait cet exercice-là. Globalement, un exercice bien réussi. Il l'a dit, Sam. Il a fait des pirouettes sur d'autres questions. Mais il a abordé tous les sujets. Et ce qui m'a fait plaisir le plus, c'est qu'on nous a annoncé 30 minutes de débat. Et il y en a eu plus d'une heure. Ça, c'était intéressant. Ça veut dire qu'il était prêt à aborder tous les sujets. Ce qui a fait plaisir aussi, c'est que quand il est arrivé, il n'y avait qu'un seul fauteuil. Donc il n'y avait ni Premier ministre, ni ministre de la Communication à côté. Donc ça veut dire qu'il était prêt à parler. Il l'a dit. Il était direct avec les hommes de médias. Oui, tout à fait. Il était en osmose avec les médias. Et on n'a pas pu poser toutes les questions, mais c'est vrai qu'il y aura d'autres parties où on pourra poser certaines questions. Salut Sam de Reuters. Est-ce que vous pensez que la presse nationale, la démocratie même, sort renforcée dans de tels échanges entre le premier, le numéro 1 de l'exécutif et les hommes du quatrième pouvoir? Je pense forcément que cela contribue à renforcer la démocratie. Maintenant, tout est une question d'interprétation. Ce simple exercice n'est pas suffisant. Il faut un exercice beaucoup plus ouvert. Il faut, parce qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été abordées, et j'espère, je souhaite que la prochaine fois qu'on aura en face de nous le chef de l'État, on aura la possibilité de poser toutes les questions, d'aborder tous les thèmes. Et je pense que quand on arrivera là, on pourra réellement passer du renforcement de la démocratie. Coup d'État, c'est vous qui avez écrit sur les médias et puis ce qu'ils font dans la construction d'une démocratie. Quand la Guinée secoue ses cocotiers. Hier, après cet échange-là, qu'est-ce que les journalistes, nous, hommes de médias, on gagne après un tel échange avec le chef de l'État et du côté de l'exécutif? Qu'est-ce qu'il y a à y gagner? D'abord, qu'est-ce que la presse gagne? La presse est à la source suprême. La presse est en face de l'homme dont on parle. Parce que généralement, un chef d'État, c'est ça. On entend parler de lui, on observe ou on apprécie le bonnet ou le chapeau qu'on lui fait porter. Et des fois, on se fait une idée d'ogre, de monstre, de celui qui dirige, parce que l'autorité est toujours à cet aspect. Après, voilà, il est devant nous. Et il est parmi nous. Vous avez vu le père de foule et puis la photo de famille. Et au fait, on se dit à la fin, mais attends, mais lui que j'ai écouté, lui auquel j'ai posé des questions, lui qui m'a répondu, mais j'avais une autre opinion de lui. Et ça nous manquait, ça manquait à la presse nationale, publique ou privée. Depuis 2010, cela fait 4 ans maintenant, on attendait. Et je crois que ça a démarré. Et la presse gagne d'être en contact direct avec la source suprême. Là, ce qui est dit là est réel, clair, on n'a pas à aller vérifier ailleurs, c'est que c'est là la voix officielle de la République de Guinée. La presse a gagné ça. Qu'est-ce que l'exécutif gagne? C'est un exemple. C'est un exemple que le président donne maintenant à son gouvernement. Parce qu'il a toujours incité ce gouvernement de mission à aller vers la presse, à s'ouvrir à la presse, à communiquer. Bon, faire des conférences de presse, tel que semble le dire, pour que les journalistes puissent poser toutes les questions. Ne pas trembler, ne pas avoir peur, parce qu'on n'a rien à cacher.
on est là, on veut ce qu'on fait est clair. Voilà, exactement. Si tout ce qu'on fait est clair, je verrai bien les ministres emboîter ce pas rapidement, commencer à réunir la presse, donner des conférences, expliquer, parce que, comme je le dis toujours, on ne traîne pas un peuple sur la route de l'histoire. On ne traîne pas le peuple, on l'entraîne. Et pour l'y entraîner, il faut le convaincre, il faut l'amener avec soi, il faut la conviction, et pour cela il faut lui parler, il faut communiquer. Et c'est ce que le président a commencé. Le devoir d'informer, alors, M. Barry, vous êtes directeur de publication d'un journal économique, mais aussi vous êtes administrateur d'une radio privée de la place Tamata en l'occurrence. Dites-nous aujourd'hui, TAS parle de temps, TAS parle d'incitation. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette sortie du président pourrait déverrouiller beaucoup de sources en termes d'accès à l'information? Déjà hier, c'est une première. On salue déjà cela et je pense que c'est quelque chose de positif déjà. Mais ce n'est pas hier qu'on construirait la démocratie. La liberté de presse est un axe de la démocratie. Ce n'est pas le fondement, c'est un des fondements de la démocratie. Tout le monde salue, le président de la République s'exprime, on souhaite la prochaine fois qu'il y ait 2 heures d'émission pour qu'on puisse dérouler le tapis, pour qu'on puisse poser une multitude de questions. Ce que TAS dit, c'est qu'au-delà du président, qu'il y ait des ministres, des grands directeurs qui osent parler à la presse, qui osent donner des informations. Le président a donné le temps. TAS l'a dit, on souhaite maintenant que les ministres expliquent. Moi, les traditions, par exemple au Sénégal, dès qu'un ministre sort, il s'arrête devant la presse, il répond à 1 ou 2 questions. Ici, le ministre, il fuit. Il ne s'exprime pas. Espérons que le président a donné le temps et que les ministres vont s'expliquer. Quand on voit le compte rendu du porte-parole du gouvernement, il vient s'arrêter devant une caméra, il nous parle. J'espère que lui-même va maintenant, au lieu de faire un catalogue de compte rendu, il va s'arrêter devant la presse et il va répondre à quelques questions rapidement. Cette sortie du président va certainement faire bouger. Ça fera tache d'huile, on l'espère. À cette conférence de presse, il y avait Aboubacar Condé qui était légèrement en retard. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour revenir à certains propos du chef de l'État, là c'est pour entamer le volet thématique. Le chef de l'État s'exprime ainsi: je ne suis pas allé à Washington pour aller simplement. Il explique: je suis parti à Washington pour donner des bonnes informations sur Ebola, pour rassurer les investisseurs, mais aussi garantir les investissements après Ebola. Est-ce qu'il a été rassurant sur ces points, sur ces missions? Alpha Condé est un peu victime de l'image qu'on lui prête, de grand voyageur qui se déplace souvent et quelquefois au moment où il y a des choses qui se passent dans le pays. Mais cependant, je pense qu'il était nécessaire pour mobiliser l'opinion internationale autour de cette question de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Je pense qu'il était important que des responsables d'État au plus haut niveau se présentent à Washington. C'était une première en plus, c'était quand même le sommet États-Unis-Afrique. On voit tout le temps les chefs d'État se précipiter pour le sommet France-Afrique, Chine-Afrique, pourquoi pas le sommet États-Unis-Afrique, alors que c'était la première fois que cela se passait. Je pense que c'est une justification qui est quand même crédible. Maintenant, les reproches qu'on lui fait, en partie, certains reproches peuvent être justifiés si on tient compte de la fréquence des voyages, mais on ne peut pas quand même reprocher au président de la République de Guinée d'aller essayer d'avoir plus de soutien pour lutter contre une maladie qui sévit dans son pays. Je pense que quel que soit le point de vue que l'on peut adopter par rapport à cette question, à sa place, ceux qui le critiquent auraient fait exactement la même chose que lui. Cela ne veut pas dire que c'était absolument nécessaire. Je ne suis pas en train de
de donner des bons points ou de mauvais points. Je suis juste en train de dire que le fait de se déplacer a permis au moins d'entendre une voix sérieuse et de se mobiliser autour de ce fléau qui quand même crée des problèmes. Bon, une seconde chose qu'il faut remarquer, c'est que ce qui se passe en Guinée, c'est pas ce qui se passe en Sierra Leone. Le système sanitaire en Guinée ne s'est pas effondré. Ce n'est pas le cas au Libéria, ce n'est pas le cas en Sierra Leone. Les gens oublient une chose, c'est que le système francophone et le système anglo-saxon ne sont pas bâtis sur les mêmes bases. Ici, on a la chance d'avoir un ministère de la Santé qui centralise tout et cela a permis au moins, avant, aujourd'hui on parle de 18 patients, on en était à 200, on en était à 150, 200. Et dans une de ses confidences même, il dit aujourd'hui, l'OMS propose à ce que la Guinée chapeaute, coordonne l'action contre Ebola dans les 3 pays. Oui, mais on peut par contre reprocher au chef de l'État quelques déclarations que je trouve malheureuses, comme à Guékidou, où on n'a pas peur d'Ebola. On peut lui reprocher cela parce que message pas très positif, qui a été mal interprété. Extrêmement mal interprété, même par les villageois eux-mêmes, les populations elles-mêmes. Alors, Aboubacar Condé, par rapport à ces 3 axes que le président a défendus, qui justifient sa sortie aux États-Unis, la lutte contre Ebola, rassurer les investisseurs parce qu'il y a l'après-Ebola à gérer également. Vous l'avez trouvé rassurant, convaincant? Bon, dire je l'ai trouvé convaincant, c'est affirmer d'emblée, c'est les expressions qui doivent le dire d'elles-mêmes. Le président, moi je pense que avant de se déplacer, la conférence de presse qu'il avait animée, s'il avait tenu, expliquer aux hommes des médias les raisons de son départ, cela n'allait pas susciter assez de polémique à son insu quand on sait qu'il y avait le drame de Rebane qui venait de se produire. En même temps, ce qui se dit entre les 4 murs, les 2 autres présidents ont rejeté la demande pour s'occuper de leur pays respectifs. Les gens ont estimé que le président Alpha Condé, lui, n'a pas le souci de ses citoyens parce que, en plus d'Ebola, il y avait un autre drame qui avait vraiment frappé de plein fouet notre pays. Mais c'est quand il est venu, après que beaucoup de langues ont fait des commentaires, chacun en ce qui le concerne, qu'il a donné la vraie raison de son départ. Si, peu avant la conférence de la Mano River Union qui s'était tenue, il avait organisé un point de presse. Bien avant ça, il y a eu un conseil extraordinaire. Des ministres, oui, bien entendu. Non, je parle maintenant des raisons de son départ. Parce qu'il y a eu d'abord un conseil extraordinaire de l'espace Mano qui s'est tenu, au cours duquel sommet il a été décidé que lui, il vienne représenter les présidents libériens. Extraordinaire de ministre. Non. Le ministre Anguille aussi a dit. Je suis d'accord avec vous par rapport bien entendu au drame, parce que le conseil extraordinaire s'est tenu par rapport au drame et non par rapport à Ebola. Je parle maintenant de sa participation par rapport à Ebola. Je pense que si cette communication qui a été faite hier, parce que moi, depuis qu'il est président, jamais il ne m'a séduit dans sa communication comme hier. Il y en a même qui disent que Alpha Condé, c'est quelqu'un, on ne le trouve jamais là où on s'attend de lui, parce qu'il a pris tout le monde au dépourvu, tout le monde pensait qu'il allait être grossier, qu'il allait être agressif face à certaines questions, même des questions qui n'étaient vraiment pas les bienvenues selon lui. Il a trouvé une formule, comme l'a qualifié d'un confrère, qu'il était plus que Ronaldo pour dévier la question, par exemple, de Salou Samb relative à la modification de la Constitution, même si en 2015, lui, il a quand même le vent en poupe, il n'y a rien. Mais son déplacement était très important parce qu'il l'a dit hier, il a insisté dessus. Les prévisions de l'OMS étaient de l'ordre de 100 millions de dollars. Rien que la Banque mondiale a décaissé 200 millions de dollars et il y a la Grande-Bretagne qui a fait une annonce. D'autres annonces qui ne sont pas encore précisées. Tout cela dénote quand même que sa présence était importante. Quand on sait que la Guinée, ça fait très longtemps, la Guinée était morte sur le plan de la diplomatie. Parce que quand on demande une rencontre des chefs d'État et de gouvernement, il y a toujours la rencontre élargie, il y a encore la rencontre restreinte. Et la rencontre restreinte, ce sont souvent les chefs d'État qui prendront part. Et si votre chef d'État n'est pas là-bas, il va sans dire qu'il se pliera ou votre pays va se plier à la décision des autres. Folita Silla, sur ces aspects économiques du voyage et sur la gestion de la crise. On a fini Ebola, là. On n'a pas fini Ebola. Et le président avait 3 objectifs économiques, mais aussi des objectifs sur le plan sanitaire. Réaction? Réaction, d'abord, il faut que je revienne à ce que Condé a dit, que la communication aurait dû dévancer le voyage du président, mais moi je dois
à la télévision et à la radio nationale, sur le site internet, le compte-rendu de la réunion des chefs d'État de la Mano à Conakry avait déjà souligné que le président de la République représente ses pairs, le président du comité exécutif de la Mano. Ensuite, un conseil extraordinaire des ministres a clairement affirmé, nous avons le document encore, que le conseil des ministres donne vraiment son quitus au président de la République d'effectuer ce voyage. Mais il faudrait bien vouloir entendre. Mais est-ce qu'une large vulgarisation a été faite? C'est ça? Non, même si on l'avait fait passer par des crières publiques, je dis que l'homme entend ce qu'il veut bien entendre. Il cherche... Non, parce que là, je suis témoin, parce que je lis sur le site internet, j'écoute les radios, je sais que ce message du conseil des ministres extraordinaires était bien passé, mais camarades, je trouve que ta veste est noire. La communication est faite autour du sujet. C'est fait et le président de la République est parti. Ça, c'était une parenthèse. Les résultats, maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai retenu? C'est que, d'abord, non seulement le président de la République a permis à la Guinée, à la région de la Mano-Rivaïna, à l'Afrique de l'Ouest, parce que le Nigeria fait partie donc de la CEDEAO, à l'Afrique tout entière et au monde, parce que Ebola, on l'a dit, un seul cas, c'est une épidémie. Un seul cas qui tombe dans une ville, ça veut dire que c'est une épidémie. Donc, il a permis au monde de mieux apprécier ce problème et d'y faire face d'une manière massive, parce que maintenant, c'est la Banque mondiale qui prend en charge avec 200 millions de dollars. Vous l'écoutiez hier, on demande que la Guinée gère tout ça. Et que maintenant, la Guinée, on est allé jusqu'à lui demander hier matin que des médecins guinéens traversent la frontière pour aller traiter, parce qu'on trouve que l'expérience guinéenne, il a rappelé tout de suite, les structures sanitaires à Lyon et au Libéria, c'est pas la même chose. La stratégie adoptée par la Guinée, c'est pas la même chose. Nous avons été surpris par cette maladie en décembre. On parlait de malédiction, de diable, de karamoko, de marabout, de fétiche. Quand une famille est décimée, on dit non, c'est parce qu'il avait pris un crédit ailleurs, il n'a pas remboursé. On parlait de ça. Jusqu'au 21 mars, vous vous imaginez, le 21 mars, quand les échantillons sont arrivés à l'Institut Pasteur, on nous a confirmé Ebola, le mot est sorti en Guinée. De là à aujourd'hui, ça fait quelque chose de 4 mois. Mais l'expérience que la Guinée a mise en place, c'est une école qu'il faudrait exporter dans les autres régions. Je suis aujourd'hui paniqué quand je pense à ce que vit aujourd'hui le Nigeria. Et pour le pays strictement, il y a même eu des contacts pour faciliter les échanges d'expériences entre les hôpitaux américains et guinéens en termes d'équipement, de laboratoire. Vous êtes là sur l'aspect prise en charge. Vous savez, Ebola, c'est deux adversaires pour Ebola. C'est l'hôpital, ce qu'on appelle la prise en charge, le traitement, le soin. Malheureusement, eux, ils disent, on n'a pas de médicaments, mais si vous venez tôt, on peut. Donc, comme je l'ai dit ce matin sur la radio nationale, notre slogan aujourd'hui, c'est quoi? Mieux vaut que vous amenez Ebola à l'hôpital, Ebola vous amène à l'hôpital. Il faut tout faire pour que les premiers signes d'Ebola, c'est vous qui amenez Ebola à l'hôpital. Là, vous avez la chance de vous en sortir. Mais si vous attendez jusqu'à ce que Ebola vous amène à l'hôpital, c'est pas facile. Ça devient compliqué. Cette conférence de presse, le président a mis l'occasion vraiment à profit pour essayer de défendre sa stratégie, c'est-à-dire que de privilégier l'urgence sanitaire au lieu de décréter un état d'urgence dans le pays. Oui, bien sûr. On a écouté le président de la République faire la nuance entre ces deux. Bon, le rail ou la rail, pourvu que le train passe. Lui, il pense que derrière l'état d'urgence, il faut mobiliser l'armée. L'état d'urgence, quand même s'il est sanitaire, ça peut bloquer aussi le pays. Donc lui, il a préféré plutôt un terme, une attitude plus souple, l'urgence sanitaire. Pourquoi? Il a expliqué que oui, il est allé aux États-Unis parce que ses pairs ne pouvaient pas y aller et parce que aussi, c'est certainement le doyen aussi parmi eux. Voilà, donc il est allé avec les deux ministres le vice-président libérien et le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé de la Sierra Leone et du Libéria. Vous imaginez si le vice-président du Libéria. Oui, bien sûr. Vous imaginez s'il n'y avait aucun chef d'État de ces trois pays-là
en face de Obama et des autres autorités. Est-ce qu'on aurait pris vraiment ça au sérieux? Ça aurait été désinvolte. Non, pas du tout. Et à quelque chose malheureux, au Libéria, où il y avait vraiment une véritable catastrophe humanitaire, et puis en Sierra Leone, quand il y a eu deux ressortissants américains qui ont été touchés par la maladie, forcément, ils ont sorti des tiroirs un vaccin qui était en expérimentation. Le président de la République a profité justement pour dire oui, je viens vous rassurer que la Guinée n'est pas à feu et à sang. C'est vrai qu'il y a Ebola, mais je viens vous expliquer. Non, c'est peut-être une catastrophe sanitaire, mais ça ne l'est pas comme ça se passe aujourd'hui en Sierra Leone et au Libéria. Il a expliqué, oui, voilà les actions que nous sommes en train de mener sur le terrain pour essayer de juguler Ebola. Mais nous avons besoin d'équipements, nous avons besoin de logistique, pas seulement pour Ebola, tout de suite. Régler, rompre la chaîne de contamination, naturellement, et puis il y a d'autres maladies. C'est là que c'était appréciable. C'est-à-dire il a eu le temps de réagir, de dire il n'y a pas qu'Ebola, il y a d'autres maladies, il y a le paludisme, il y a le choléra et autres. Donc, aidez-nous à nous équiper, on n'a pas besoin que d'argent, aidez-nous à nous équiper, à avoir la logistique, et la Guinée est ouverte. Parce que de toute façon, la Manoriba, c'est la Guinée, c'est la Sierra Leone, c'est la Côte d'Ivoire récemment aussi qui est arrivée. Salim Samb, vous travaillez depuis longtemps sur le Simandou, mais aussi sur cette histoire de chemin de fer. Là-dessus, est-ce que vous pensez que le président a fait sortir des arguments qu'il fallait faire prévaloir? Bon, moi, avant d'aborder ce point, je voudrais juste revenir sur deux notions qu'on a évoquées. Il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion possible. L'état d'urgence n'a absolument rien à voir avec une urgence sanitaire. L'état d'urgence, c'est une situation où on transfère les pouvoirs à la police. C'est différent de l'état de siège, où les pouvoirs sont transférés aux mains de l'armée. L'urgence sanitaire, c'est justement essayer de prendre cette épidémie-là au sérieux en prenant toutes les mesures nécessaires pour ne pas qu'elle se propage. Et c'est ce que la Guinée fait en ce moment. Voilà. Donc il ne faudrait pas que l'on confonde les choses. Maintenant, je comprends qu'il y a une surenchère médiatique. Ailleurs, vous avez l'impression que tout le monde meurt en Guinée, que tout le monde a Ebola en Guinée. Évidemment, du point de vue d'un chef d'État, c'est une situation extrêmement gênante. Parce que les investisseurs ne viennent plus, les hôtels se désemplissent, il y a beaucoup de conséquences. Rien qu'avec, en confondant de termes, vous comprenez. Et c'est pourquoi, moi je pense qu'il a tenu à clarifier la situation par rapport à cette question précise. Maintenant, sur le Simandou, je pense que c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est là où il m'a le moins convaincu. Parce que, vous savez, aujourd'hui on parle de 20 milliards de dollars qu'on doit investir dans cette zone. Tout ce corridor qui part de Beila jusqu'au port de Forécaria. Personnellement, je me suis rendu à Beila, il n'y a même pas 2 mois. Je suis allé pour faire des investigations. Mais je vous dis qu'il y a ce qui est présenté. Il y a une communication officielle, mais il y a des détails qui sont contenus dans le cadre d'investissement qui pourraient gêner ou même mettre en confrontation deux géants miniers. Là, c'est aux spécialistes, aux limiers. Je vous donne juste un aspect qui est très facile à comprendre. Dans le cadre d'investissement, il est dit que dans un rayon de 150 km, aucune compagnie n'a le droit d'exporter à partir du Libéria plus de 5 millions de tonnes. N'est-ce pas? Mais cette disposition... 5 ou 50 millions? 5 millions. 5 millions, ok. La discussion même dans les débats qu'il y a eu dans les travaux techniques, c'était à 10 millions, mais ils sont disputés pour arriver à 5 millions. Mais je vous dis qu'il y a une difficulté très importante. Que ferait une compagnie qui pourrait prendre le contrôle du Nimba, par exemple? Une telle compagnie ne peut pas se contenter d'exporter 5 millions de tonnes. Peut-être qu'il va y avoir d'autres arbitrages au niveau national. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors ce sont des questions qui sont fondamentales et qui n'ont pas pu être abordées hier parce que justement on était limité par le temps et on était limité par le canevas qui nous a été... Il a essayé de mobiliser le milieu d'affaires américain autour du financement. Il a surtout
faire comprendre aux investisseurs américains le potentiel de la Guinée. Voilà. Vous comprenez? Mobiliser, c'est autre chose. On verra dans les jours à venir comment les choses vont se passer. Je pense que en termes de stratégie, ça aurait été mieux d'attendre la fin de cette crise d'Ebola, de faire un forum ou de faire une rencontre, d'inviter les gens, essayer de leur présenter toutes ces choses, et là je pense que ce serait un meilleur vecteur. Hier, on a parlé de Simandou, mais aussi de Swapti avec la Banque mondiale. Bien entendu, mais je voudrais juste placer un mot par rapport à la gestion de Ebola avant de parler. Qui est encore Tout à fait. Parce qu'au-delà de cette mobilisation financière qui doit être faite pour rompre avec la chaîne de la propagation, il a touché un aspect qui m'a vraiment impressionné, c'est bien le comportement du corps médical, parce que depuis la déclaration de ce virus, il faut le rappeler, le corps médical a payé le lourd tribut. Il y a eu beaucoup de médecins qui ont trouvé la mort, mais c'est parce que tout simplement à ce niveau, ils sont nombreux des médecins, des sages-femmes, des infirmiers qui exercent le métier de façon très lamentable, sans aucune protection. Les paires de gants ne sont pas là, donc il a essayé de décrire tout cela. Donc à partir de cette maladie, le pays va se pencher à résoudre tous ces problèmes, à équiper sérieusement nos centres hospitaliers, mais aussi à former le personnel médical, ce qui est extrêmement important, parce que quand vous partez aujourd'hui dans un hôpital, vous dites à un médecin vous êtes malade, au lieu de se protéger avant de vous consulter, automatiquement il commence les consultations, vous passez, quelqu'un d'autre vient, ça va être la même chose. Et même si vous n'avez pas une maladie préalablement contagieuse, le fait que le médecin ne travaille pas avec rigueur, vous sortez de l'hôpital maintenant voilà, malade, ce qui est vraiment important. C'est vrai, le métier de médecin c'est un sacerdoce, il l'a dit, on n'y vient pas pour s'enrichir, c'est comme un peu notre métier. Quand un de nos confrères de la presse nationale a demandé à quand la signature, bien entendu, du statut particulier des journalistes, il a dit qu'on ne vient pas dans ces différents métiers pour s'enrichir, c'est pour le bénévolat d'abord, c'est pour servir les autres. Ceci dit, parlant de l'aspect économique, je voudrais te compléter pour dire que les dispositions sont déjà prises au niveau de nos services sanitaires. Voilà le circulaire du ministre. Il ne faut pas que le président parle avant que les dispositions ne soient prises. Toutes les dispositions, le président l'a dit hier, il a demandé des kits 200. En tout cas, non, il a posé des conditions. Il en a discuté avec les partenaires de l'OMS. Surtout former et sensibiliser nos agents de santé à ne pas toucher les malades, quelle que soit la maladie, sans se protéger. C'est justement cette circulaire qui sanctionnera désormais qui ne prend pas. Voilà, l'autre aspect, c'est bien le cadre d'investissement. Salou Samb l'a dit tout à l'heure, moi c'est un domaine que je ne maîtrise pas trop, mais selon ce qu'il a dit, ce qui l'intéresse beaucoup plus dans ce géant contrat, c'est bien l'obtention de cette ligne ferroviaire, parce qu'il a estimé qu'aucun pays ne peut se développer sans ligne ferroviaire, et cela se démontre un peu partout, parce que de toutes les voies de communication, la voie la moins chère, la moins coûteuse, c'est bien la voie ferroviaire, parce que quand vous prenez aujourd'hui un véhicule pour Nzérékoré, le transport c'est un véritable casse-tête. Voilà. Et si aujourd'hui on a la possibilité de desservir toutes les 4 régions naturelles par voie ferroviaire, ça va permettre même à la production locale d'être mieux écoulée à des endroits vraiment les mieux indiqués. Et parlant du développement, on ne pourra jamais réussir un développement dans un pays s'il n'y a pas d'électricité. On le sait, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de demandes, tout ça ce n'est que conjoncturel, mais s'il faut s'attaquer réellement au problème de la Guinée en termes de développement, il faut résoudre l'épineuse question d'électricité. Aujourd'hui, quand on réalisait Garafili, tout le monde pensait qu'après la réalisation de Garafili, la Guinée allait avoir le courant à 100%. Avant que Garafili ne finisse, la demande était supérieure à la production de Garafili. Aujourd'hui, nous parlons de Kaleta, tout le monde dit après la réalisation de Kaleta. Heureusement, ce gouvernement à ce niveau est proactif, parce qu'avant la fin de la réalisation de Kaleta, les demandes seront beaucoup encore supérieures à ce que Kaleta va donner. Donc c'est le bon moment de retrousser les manches et s'attaquer déjà
Voilà, justement, ça c'est une très bonne chose parce que les PME, les PMI ne pourront jamais se développer dans un pays et qui vont sérieusement lutter contre la pauvreté et contre surtout le manque d'emploi s'il n'y a pas de courant électrique. Quand vous prenez une petite et moyenne entreprise qui n'a pas les moyens de s'assurer 24 heures sur 24 l'achat du carburant qui est très coûteux, mais s'il y a le courant, ça peut bien aller. Donc c'est une très bonne chose que ce gouvernement se batte pour résoudre à jamais l'épineuse question d'électricité. Et il y a une question aussi se rapportant au cadre de vie qui s'est invité à cette conférence de presse, c'est la question de l'assainissement. Le président a été clair, j'ai dit au Premier ministre que c'était devenu de la mamaya. C'est la formule qui doit changer, la formule de gestion des ordures. Oui, moi je crois que le président de la République avait vraiment raison de souligner cet aspect parce que l'assainissement, ce n'est pas des sorties en masse avec tam-tam, tambour battant. Non, ce n'est pas ça, l'assainissement. Il a raison. Et là, je crois qu'il a mis le doigt dans la plaie. Il faut essayer de repasser tout ça. Moi, je l'ai toujours pensé que ramassage des ordures, transport des ordures, tant qu'on est à ce niveau, non, on ne pourra pas. Allez aujourd'hui à Accra, vous le savez, allez ici à côté de nous, à Sierra Leone, il y a une journée où les populations obligatoirement sont à l'assainissement, mais sans caméra, sans micro, on ne veut pas montrer Salih Samba devant une foule pour dire je suis une ONG, c'est moi qui assainit, ce n'est pas, non. Ça doit devenir un comportement. Ça doit devenir un comportement, mais c'est pourquoi le président de la République a touché un point qui vraiment ça m'a plu, et moi c'était vraiment le niveau haut d'ailleurs du débat, quand c'était très détendu, et c'est là où il a dû séduire Condé et les Sambes, parce que quand il dit maintenant on va parler, mais on va parler de questions concrètes, avec des réponses concrètes. C'est-à-dire qu'on va parler pourquoi il n'y a pas d'eau, puisque moi je suis là il y a 3 ans. Pourquoi il n'y avait pas d'eau? On manifeste bien sûr, il faut manifester aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'électricité, bien sûr. Mais attendez, on ne manifeste pas à Accra. Et le barrage, c'était déjà Kwame Nkrumah. Non, on ne manifeste pas parce qu'il n'y a pas d'électricité quand c'est consciencieusement soi-même. On n'a rien mis pour cela. Moi je me dis, et je l'ai écrit, et je l'ai répété, si le papa n'a pas édifié un bâtiment, l'enfant aura la tâche lourde d'aller chercher d'abord une parcelle, des agrégats pour le soubassement et commencer à faire la Mais sur la question de l'assainissement, le président ne va pas trop loin. Il veut que ça soit résolu maintenant. Il se demande, avec tout ce qui est mis, pourquoi ça ne bouge pas. On était à 7 milliards. On était à 7 milliards. On est passé à 6 milliards. À 6 milliards quand le gouverneur venait d'arriver. 7 milliards. Et la gestion de ces 7 milliards, je crois que c'est là-bas d'ailleurs où ça a dérapé. Parce que vous vous rappelez, le président l'a rappelé hier, quand le roi arrivait ici, qu'on a créé tout propre, clean. Mais la gestion de ces 6 milliards, la stratégie adoptée a dû créer des appétits à l'intérieur des quartiers, des envies. On s'est dit que quand on sort, on aura de l'argent. Et alors, les gens se sont mis à ramasser pour faire sortir, pensant qu'en venant ramasser, ils auront de l'argent. Maintenant, la stratégie adoptée, la dernière réunion, on parle de 36 milliards. Et là, moi je me dis, 7 milliards et puis 36 milliards. Il faut essayer de monétiser les ordures en Guinée comme on a monétisé la ferraille. Quand on a monétisé la ferraille, aujourd'hui, même ton pied ne touchera pas une pointe dans la rue. Un morceau de clou c'est ramassé et pesé parce que les ferrailles sont monétisées. Il faut monétiser les déchets et c'est possible parce qu'il y a des industries qui peuvent transformer ces déchets en engrais et en énergie. C'est cette voie qui est possible. Vous pensez que l'approche doit changer, que le président aussi en a marre de sa façon folklorique dont on gère cette question d'assainissement qu'on a créé? Oui, bien sûr. Moi, je veux déjà faire un parallélisme entre l'électricité et les déchets. Toutes sortes d'ordures, plastique ou quoi que ce soit. Ce qui est étonnant chez nous, c'est que c'est vrai, aujourd'hui on arrive avec une enveloppe de 36 milliards. Le problème des poubelles, c'est pas de la magie.
ce n'est pas le gouverneur de la ville de Conakry qui va nettoyer la ville de Conakry. Il y a des mairies, il y a 5 mairies dans la ville de Conakry. Moi je vous prends juste un exemple. Je suis revenu de Paris le 24 avril. Après Tombo, il y a 3 camions de poubelles, qui sont garés là-bas, remplis de déchets, de poubelles, depuis 3 mois, 4 mois. Malgré les cris du cœur des populations, ces véhicules-là sont toujours garés à Tombo. Si vous vérifiez aujourd'hui, ils doivent être garés là-bas, remplis de déchets, avec des pneus à l'intérieur. Ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? L'argent disparaît. Le problème des poubelles, c'est quoi? D'abord la collecte, ensuite le transport, ensuite des endroits où il faut déposer. Attends, vous imaginez, dans un quartier, les gens vont mettre les poubelles, remplir les poubelles dans leur quartier. Il faudrait aménager des endroits de collecte de poubelles dans les 5 communes. Il faut associer les mairies. Ce n'est pas au gouverneur de la ville de Conakry de nettoyer la ville de Conakry. Il a un budget, il y a SPDT. SPDT a des gros camions. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, là quand je venais tout à l'heure, Conakry est devenu une grosse poubelle. C'est normal que le président de la République dit qu'il faut arrêter la mamaya, la récréation. J'ai pas fini. Je voulais faire un parallélisme. On dépense autant d'argent pour aucun résultat. Alors que les têtes tombent alors. Si les gens ne sont pas capables d'assumer leurs fonctions, on n'a qu'à les dégager. Si c'est le gouverneur, si c'est un maire, il faut qu'on arrête l'impunité. Rapidement par rapport à l'électricité. 356 millions de dollars. Il faut dire la vérité aux gens. Si l'électricité c'est dans 6 mois, il faut dire c'est dans 6 mois, on ne communique pas, il n'y a pas de transparence, il y a une opacité totale. D'accord? Il y a le problème de l'énergie. Et comment on peut résoudre le problème de l'énergie? C'est vrai, il y a Caleta. Caleta va certainement réduire de beaucoup. Ça y est, on va pouvoir peut-être avoir 18 heures sur 24. C'est déjà pas mal. C'est vrai que le président a anticipé. Il faut rapidement enchaîner sur Swapiti. Bon, on reviendra sur les poubelles si vous voulez, mais bon. Merci. On va y revenir sur les poubelles parce que juste hier, le président l'a dit, après cette conférence de presse, il devait avoir une réunion sur la gestion des ordures. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait sortir de cette rencontre-là? Est-ce que ça pourrait changer le visage actuel de Conakry? Non, moi je ne crois plus au rapport, ni au forum, ni au séminaire atelier, tout ça. Je ne crois pas ça. Je veux vous dire, je pense que, et il a touché vers la fin de son intervention cet aspect, je voulais en parler. Je pense qu'il y a un problème d'incompétence. Il ne faudrait pas que l'on se mette à parler, il faut appeler un chat, il y a un problème d'incompétence. Et c'est d'autant plus regrettable que j'ai l'impression que le président Alpha Condé n'a pas compris jusqu'à présent qu'un pouvoir ne dénonce pas, il agit. Et donc pour agir, il faut se donner les moyens d'agir. Si vous ne sanctionnez pas, mais forcément les gens vont continuer à se livrer aux mêmes pratiques. Le gouverneur de la ville de Conakry, il a beau faire des discours, mais ce ne sont pas ces discours qui vont assainir Conakry. On vous nomme en poste, on vous demande de produire un résultat, vous ne le produisez pas, mais vous dégagez. C'est clair. L'aide de mission, voilà. Aussi, la Russie, ça écoutez, vous pouvez, du résultat, là. Vous ne pouvez pas, quand tout de suite, on n'arrive pas à collecter, ni à rassembler les ordures, ni à les traiter, ça se sent tout de suite dans la ville. C'est un problème de santé publique. Tout à fait. La ville est sale. Vous pouvez vous protéger, mais les gamins de 2 ans, de 3 ans, comment ils vont faire? Vous comprenez? Alors, c'est une question de responsabilité. Il n'y a plus à faire de discours. Soit il parvient à gérer ce problème et on avance avec lui, soit il ne parvient pas à gérer et le chef de l'État doit prendre ses responsabilités, le dégager et mettre une autre personne qui est capable de régler le problème. Ça, c'est un premier aspect. C'est au niveau de l'assainissement de la ville. Maintenant, au niveau de l'électricité, je pense que là aussi, il y a de mauvais signaux qui ont été donnés. Quand on rassemble 140 millions d'euros dans un pays aussi pauvre comme que la Guinée, il faut savoir que c'est un effort très important. Alors, quand on rassemble ces 140 millions d'euros pour acheter des groupes,
il faudrait d'abord s'assurer que ceux qui ont demandé cette somme ont fait des études préalables avant d'acheter. On ne peut pas acheter les groupes et après se rendre compte, après coup, que ces groupes ne sont pas adaptés. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous comprenez? Et c'est d'autant plus troublant. À ce niveau, aucune tête n'a été inquiétée. Non, c'est d'autant plus troublant qu'il faut forcément, que l'on agisse. Comment on peut agir? Au moins, mais ouvrez une information judiciaire pour savoir qui est responsable de quoi. Et en même temps, lancer un audit pour savoir comment cette somme a été gérée. On ne demande pas, ce n'est pas la mer à boire. Comme lui-même, il a eu à le dire. Jusqu'ici, il n'a pas lancé d'audit. Peut-être ce sera des dossiers. Il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Pour finir avec le volet assainissement dans cette rencontre avec la presse du chef d'État. Oui, personne ne pensait qu'on allait rendre Conakry propre. Mais l'arrivée du roi nous a montré vraiment le contraire. Je pense qu'au-delà du laxisme qui existe entre le gouvernorat, la mairie, les chefs de quartier jusqu'au chef de carré, il y a aussi un conflit de compétences entre le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et le ministère des PP, parce que le gouvernorat relève du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Quand vous prenez aujourd'hui les caniveaux qui doivent drainer les eaux de ruissellement, aujourd'hui tous ces caniveaux sont bouchés, pas par les sables, mais c'est par les ordures. Et on avait entendu que le gouverneur avait demandé aux citoyens de sortir les ordures dans leur concession et les mettre au bord de la route pour que les camions puissent passer les ramasser. Mais aujourd'hui, de Matoto en ville, partout c'est jonché. Doublé, comme l'a dit tout à l'heure Fodetas, de cette envie, de cet appétit vers l'argent. Parce que quand on a vu le gouverneur brandir 5 millions au niveau de Jimbaya pour calmer les jeunes parce que d'autres avaient déversé des ordures, les gens ont compris que pour avoir de l'argent, il fallait faire la même chose. Ce qui fait que l'agissement des citoyens même a aussi couvert les autorités qui étaient censées gérer ces ordures. Voilà. Parce que les citoyens maintenant ont pris l'habitude maintenant de déverser des ordures un peu partout, pensant que c'est ce qui allait résoudre le problème. Donc finalement, au lieu qu'on ne se préoccupe des autorités qui ne font pas ce qu'elles doivent faire, comme le président l'a dit, elle dit que c'est du sabotage. Alors qu'avant qu'il n'y ait du sabotage, il y a eu des motivations pour qu'on en arrive à ce niveau. Maintenant, est-ce qu'on peut s'atteler maintenant à la cause ou aux conséquences? Quand vous demandez au ministère des Travaux publics, le ministère vous dira notre rôle c'est de curer les caniveaux, enlever les algues, enlever les sables pour que les eaux de ruissellement puissent vraiment couler. Alors qu'aujourd'hui ces caniveaux sont bouchés et d'ordures. Quand vous demandez au gouvernorat, le gouvernorat vous dira le curage des caniveaux relève du ministère des Travaux publics. Donc à ce niveau il y a un conflit de compétences. Juste rappeler sur ce passage du débat qui devient très intéressant, ce n'est vraiment pas une critique orientée parce que hier le chef de l'État aussi a interpellé la presse par rapport à sa responsabilité dans la gestion publique. Donc la presse a été interpellée par rapport à son rôle moral mais aussi à son rôle politique. C'est pas seulement être un observateur maintenant, il faudrait vraiment dire des choses et montrer les choses comme ça. On a bien fait d'interpeller la presse, mais nous on fait notre métier. Notre métier c'est celui d'informer, de sensibiliser et d'éduquer d'une certaine façon. Sans le fait, et maintenant qu'il nous interpelle, on le fera encore plus, c'est le mieux. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Le ministère, il se rejette la responsabilité alors que chacun est responsable de son côté. S'il n'y avait pas de déchets, s'il n'y avait pas de poubelles pour boucher les caniveaux, on n'aurait pas rejeté la responsabilité sur l'un ou l'autre. Les travaux publics. Non, c'est d'abord l'un, c'est déjà les déchets, c'est ensuite les caniveaux. Oui, si les déchets étaient dégagés, il n'y aurait pas bouché les caniveaux. Je vous rappelle juste que ce matin, je suis passé, je ne conseille à personne de passer par Kamaen le matin. Je vous assure que l'eau est rentrée dans mon véhicule de façon, mais je n'ai jamais eu peur autant de ma vie. J'ai réussi à m'en sortir. Il y a des véhicules. Non, pas du tout. C'est un 4x4 le véhicule. C'est un bon nageur. Non, je ne suis pas un bon nageur, c'est pourquoi je t'inquiète. Mais je vous assure
que c'était carrément une rivière qui coulait à la Camaïenne. Je ne conseille à personne, là encore on joue notre rôle, de passer le matin après une pluie vers la Camaïenne. Fodeta Sila, sur le rôle de la presse, parce que hier le président en a profité pour nous rappeler, on était là quand tout cela là se passait par rapport, quand il a fait un clin d'œil aux jeunes de Koza, Bambeto, pourquoi maintenant, mais aussi la presse, vous étiez là, il y a eu des écrits, qu'est-ce que la presse doit faire par rapport à sa responsabilité dans la bonne marche de la Guinée? Le président les a surtout titillés en nous disant que nous n'avons pas été observateurs de tout ce qui s'est passé en Guinée. Voilà. Et là, il a parfaitement raison. Je ne parle pas de la génération de journalistes ou de stagiaires que je vois devant moi qui viennent de sortir de Bizik. Mais quand je regarde Condé au Sam, quand je regarde Diangolo à côté de moi, et quand je vois même camarade Bakar qui était là, qui n'est pas venu il y a 3 ans, on a été acteurs de beaucoup de choses. Acteurs, pas simple observateurs. Évidemment, Diangolo le dit, nous avons fait notre rôle, nous avons dénoncé à temps, nous avons signalé, mais aussi nous avons chanté, nous avons poli dans le sens du poil, ça au moins, ça aussi pour beaucoup de raisons, Et c'est le temps de se remettre en cause, nous tous. Je voulais juste dire, un président de la République qui dit ne jamais avoir, en tout cas quand il est dans l'opposition, demander droit de réponse et surtout répondre à une déclaration politique d'un adversaire. Aujourd'hui, demande aux journalistes aussi... je veux enchaîner par justement le point concernant la presse. Je pense que, vous savez, Alpha Condé est le président de la République. Mais c'est aussi un homme politique. Et vous savez, il y a une règle, la politique, tout le monde sait que c'est une question de rapport de force. Je pense que Alpha Condé s'inscrit dans une logique où il cherche un peu à amener la presse à culpabiliser. Mais vous savez, ce ne sont pas tous les journalistes qui ont chanté. Il y a des journalistes, il y a une catégorie de journalistes qui ne savent pas ce que c'est que chanter, qui ne savent pas ce que c'est que dresser un portrait au burin. Nous sommes tous là, mais je pense que la plupart d'entre nous, nous le connaissons personnellement. Peut-être qu'il veut inciter à ce qu'il y ait des exemples comme ça. Non, je veux juste dire que quelquefois, il faut reconnaître que si d'un côté, il y a une presse qui s'est livrée à un certain jeu, d'un autre côté, il y a une presse qui assume entièrement et totalement ce qu'elle a fait. Entièrement. Vous comprenez? Alors, évidemment, moi je ne me sentirais pas aussi à l'aise si un jour je m'étais mis à dresser un beau portrait de quelqu'un. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre travail. Notre rôle est de collecter, traiter et diffuser l'information. Faire de la médiation de façon neutre. Voilà. D'une part, mais aussi apporter plus de profondeur dans ce que nous faisons. Une valeur ajoutée. Avec les enquêtes et autres choses. Tout à fait, tout à fait. Alors, si vous limitez votre rôle à cela, vous participez, comme nous le faisons actuellement, au débat et que nous essayons de mettre des idées pour confronter avec celles qui nous sont opposées, je pense qu'on peut rester bien dans notre peau. Nous n'avons pas à culpabiliser, nous n'avons pas à tenir compte. Alpha Condé, sans doute, s'adresse à une catégorie de journalistes et sans doute qu'ils se reconnaissent. Mais moi, je pense que de sa part, il a sans doute touché à une catégorie de journalistes qui, paradoxalement, lui sont le plus favorables. Ah oui. Je pense que on dit dans un pays, même si elle est mauvaise, mais il faut avoir toujours une presse. Parce qu'un pays sans presse, ça va être compliqué de parler de l'état de droit dans ce pays. On a vu Alpha Condé hier, parce que je l'ai dit, moi il m'a agréablement surpris, surtout par rapport à la dernière question qui a été posée par notre consoeur Tete Keita. Moi je m'attendais à un Alpha Condé virulent par rapport à de telles choses, quand on sait, quand il est souvent... Par rapport aux déclarations la question c'était à la déclaration ou à la supposée déclaration de la Cellou Dalein Diallo relative à l'affrontement inéluctable en 2015.
est-ce que Cellou Dalein l'a dit? Moi, je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas écouté non plus. Et à ce niveau, la réponse qu'il avait vraiment donnée, c'était une réponse politique, parce que c'est une première fois qu'ils disent non, qu'il n'est pas là pour répondre aux déclarations des politiciens, alors que en permanence, quand il fait une visite au RPG Arc-en-Ciel, ou du moins quand il vient inaugurer un édifice, ou quand il vient poser une première pierre, c'est son discours quotidien. Parfois, moi, j'écris son papier sans pour autant même être sur le terrain, parce que a priori, je sais ce qu'il dit. Et quand il vient, je le dis. Et quand le caméraman m'amène les images, ça trouve effectivement, c'est ce qu'il a dit. Donc hier, je m'attendais à ce qu'il enfonce le clou dans ce sens. Même les audits, il a parlé de façon, il a balayé d'un revers de main, il n'est pas rentré en profondeur, il dit, il ne fait aucun commentaire, il n'a jamais demandé de droit de réponse, alors qu'il a été régulièrement insulté, traité de tout dans les colonnes, au niveau de la radio, de la télévision, un peu partout. Donc hier il a cité l'indépendant, pas la télévision. Oui, mais attendez, il a demandé une fois un journaliste de l'indépendant, à l'occurrence Feu Biram Sakou. Donc je pense que nous appeler à plus de responsabilité. Les journalistes vraiment sont interpellés par rapport à leurs responsabilités. Je suis d'accord, parce que c'est l'histoire qui retient. Oui, parce que la Guinée d'il y a 10 ans, 20 ans et la Guinée de maintenant, ce n'est vraiment pas la même chose, avec surtout cette floraison de radio privée. Chef Tass le disait tout à l'heure. Avant, quand on finissait l'école, on avait droit à au minimum 3 mois de stage, d'intenses stages, de formation solide par rapport au BABA, parce que ce qu'on apprend à l'école n'est pas forcément ce qu'il faut transposer sur le terrain. Donc cela fait qu'avec ces différentes radios et télévisions qui voient jour, dès que quelqu'un quitte sur le banc, ou du moins même sa dernière année, il a accès au micro, et pour se rendre célèbre, il peut dire n'importe quoi à n'importe qui. Oui, justement, écoutez, vous insistez beaucoup, mais le président n'a pas interpellé que les journalistes. Il a interpellé les magistrats, les médecins, et il est dans son rôle de chef d'État. C'est-à-dire qu'il veut la paix et la sérénité. Et n'oubliez pas que les enjeux électoraux, c'est très bientôt 2015. Le président veut la sérénité. Sauf que lui vise la Guinée dans 40 ans. Comme ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Lui-même, il a dit qu'il sera pas là. Il ne sera pas là. Mais le problème, c'est que oui, c'est un nouvel homme, un nouveau chef d'État qu'on a vu hier. Je pense qu'il a envie de faire une rupture. Ce serait une très bonne chose. Il a interpellé beaucoup de gens. Il connaît très bien les journalistes. Pendant des années, pendant 24 ans qu'il était dans l'opposition, il était souvent avec pas mal de journalistes ici. Bon, arrivé à un certain niveau, peut-être qu'il a relâché. On s'est plaint d'ailleurs, la presse. Parce que l'objectif atteint, c'est peut-être cela. Je ne sais pas, moi je n'apprécie pas ça. Mais ce qui est important. Qui regrette, il semble être abandonné. Qu'est-ce qu'on a regretté? Non, j'ai eu une chaleureuse poignée de main avec le président. Mais excuse-moi, qu'est-ce qu'on a regretté? On a couvert les événements comme il fallait le faire. Absolument rien. Et le président de la République n'était pas en train de reprocher à la presse quoi que ce soit. Il était en train d'inciter la presse à peut-être plus de responsabilité. Il a parlé de déontologie, etc. Il a même donné l'exemple d'un journaliste qu'il a attaqué. Il dit je n'ai jamais demandé de droit de réponse, c'est-à-dire je n'ai jamais poursuivi un journaliste, alors qu'il y a des ministres qui menacent de poursuivre des journalistes. Voilà, moi j'ai écouté, sur cette partie précisément, moi j'ai écouté les mots du président, mais j'ai surtout suivi le ton ironique. Voilà, c'était ironique, c'était détendu, c'était vraiment même courtois, c'était... Et surtout après la conférence, il revient à la presse. Voilà, vous avez vu qu'après ils se font il aime les bains de foule et ça veut dire c'était pas dans le programme. Ça c'est le prototype de toute personnalité. Non, mais là, hier, ce n'est pas vraiment l'envie de bain de foule que le président a manifesté, c'est quelque chose de plus proche, vraiment, parce que c'était quelque chose de plus chaleureux, parce que hier, je ne l'ai jamais vu aussi décontracté. Avec nous, à rire, à écouter tout le monde, à discuter de tout et de rien, prendre des photos. Je crois que il a réussi. Ce
avec moins de garde du corps aussi. Le voyage du président aux États-Unis d'Amérique, les résultats qu'il a obtenus, ce retour, cette conférence de presse, je crois que c'est un autre alpha que nous avons vu hier. Et nous souhaitons que cela aille de l'avant. Parce que là, la presse, comme il l'a dit, va être souvent en face de lui et nous allons œuvrer tous à ce que cela soit. Parce que hier, c'était sur le compte rendu d'une émission. Hier, c'était sur Ebola qui nous étrangle depuis 5 mois. Mais peut-être que quand il nous recevra, nous aurons le temps. On peut parler de déclic positif. Mais hier, c'était vraiment positif. Moi, j'ai admiré. De l'avant. Salut Sam, correspondant de Reuters en Guinée. Bon, moi je suis très content d'avoir participé à cette émission et j'espère que nous aurons une autre occasion avec le président de la République, cette fois-ci pour aborder tous les sujets et sans trop de limites de temps. Voilà. Waka Condé, chez l'IFM. Je suis vraiment très à l'aise d'avoir pris part à ce débat. Comme l'ont dit les prédécesseurs, je souhaite que dans sous peu qu'on se retrouve encore sur ce même plateau pour discuter, analyser d'autres conférences de presse animées par le président de la République, parce que quand il communique, c'est la limite des limites. On n'a plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit. C'est pourquoi il doit régulièrement communiquer. Et communiquer, c'est vraiment bien. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Guinée is back. On vous retrouve la prochaine fois. Merci.